Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 4e édition de notre Web TV spéciale économie sociale et solidaire qui vous est proposée conjointement par l'Université de La Réunion et la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Comme vous le voyez, nous vous proposons une version minimaliste cette fois-ci de cette Web TV puisque conditions sanitaires obligent liées à la Covid, eh bien, nous ne pouvons pas aujourd'hui accueillir des spectateurs sur le plateau et nous avons dû également restreindre le nombre d'invités autour de cette table, mais ne vous inquiétez absolument pas. La qualité des échanges sera au rendez-vous puisque un certain nombre d'experts nous rejoindront et prendront la parole à distance en visioconférence. Comme vous le savez, nous avons décidé de dédier cette 4e émission de notre Web TV à la thématique politique publique et économie sociale et solidaire. Au regard des échéances récemment passées, notamment électorales, et au regard des mouvements qui ont eu lieu au national, puisqu'il y a eu un changement de représentant de l'économie sociale et solidaire au gouvernement, il nous a semblé pertinent et intéressant, voire important, d'aborder cette thématique. Au fil de l'histoire, eh bien, les relations entre économie sociale et politique publique eh bien, se sont enrichies progressivement, de manière non linéaire, sans problème, bien évidemment. On est passé d'une situation où il y avait très peu de politiques publiques dédiées à l'économie sociale et solidaire, peu de représentants politiques en lien avec l'économie sociale et solidaire à différents niveaux, que cela soit au niveau national, mais également au niveau local, à une réalité, à une situation désormais où nous avons une loi cadre dédié à l'économie sociale et solidaire, des plans nationaux de développement de l'économie sociale et solidaire. Nous avons également des représentants ministériels dédiés à l'économie sociale et solidaire. Nous avons des plans régionaux de développement, des contrats d'objectifs qui ont été signés entre l'État, la région et notamment la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, des correspondants régionaux de l'ESS, une charte des engagements réciproques. Vous l'aurez compris, les relations, les liens entre l'économie sociale et solidaire et les politiques publiques n'ont jamais été aussi forts. Et nous avons des politiques publiques qui s'appuient sur l'économie sociale et solidaire pour atteindre leurs objectifs. Et de l'autre côté, d'autres politiques, d'autres dispositifs qui sont dédiés spécifiquement au soutien, au développement, au changement d'échelle de ces entreprises ou de ce mode d'entreprendre. Ce constat étant posé, un certain nombre de questions nécessitent d'être approfondies. Quelle est la place aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire dans les agendas politiques ou dans les politiques publiques ? Comment les politiques publiques soutiennent-elles le changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire? Comment les acteurs de l'ESS et les acteurs des politiques publiques peuvent-ils travailler ensemble pour le développement territorial? Et comment, au niveau local, ces politiques publiques font l'objet de dynamiques au plus près pour répondre à des besoins de proximité? Ce sont toutes ces interrogations que nous serons amenés à répondre, à aborder dans le cadre de nos échanges. Et pour être un peu plus précis, cette émission s'articulera autour de 2 sessions. La première session sera consacrée à la présentation, à un panorama des principales politiques publiques, bien évidemment non exhaustif, des principales politiques publiques qui sont dédiées, qui sont liées à l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et une seconde session sera consacrée à la description de la mise en application de politiques publiques par des acteurs de proximité, notamment des élus locaux, sur leur territoire, dans une logique de développement du territoire en lien avec la dynamique économie sociale et solidaire. Je vous propose donc de passer à la première session. Comme je vous le disais, cette première session a pour objectif de présenter les principales politiques publiques en lien dédiées à l'économie sociale et solidaire, que cela soit au national et au niveau local. Avant d'accueillir nos invités, de vous les présenter et surtout de leur passer la parole, je vous invite à prendre connaissance d'un reportage. Il s'agit de mettre en situation de travail des personnes qui sont précarisées et qui sont éloignées de l'emploi.
Il y a déjà des prises en charge en amont par des organismes comme Pôle emploi, les assistants sociaux, qui vont s'occuper d'aider ces personnes dans leur remobilisation. Mais l'IAE, l'insertion par l'activité économique, permet de s'occuper plus particulièrement de ces personnes, de les amener dans un dispositif qui dure jusqu'à 24 mois, où elles vont acquérir une formation, si possible qualifiante, une expérience professionnelle avec un encadrement technique, et il y aura aussi un conseiller en insertion professionnelle qui va s'occuper de la situation personnelle. Cet accompagnement pour aller vers l'insertion professionnelle, sociale, et puis, je veux dire, pour un certain épanouissement de la personne. Et l'IAE participe à ça, en fait. Et je pense que la politique publique, dans la grande machine politique publique, est bien là pour accompagner, en tous les cas, améliorer la prise en charge des personnes dans ce parcours-là. L'objectif, un des enjeux, c'est de mettre l'IAE et l'économie sociale et solidaire au même rang que l'ensemble des politiques économiques. En fait, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on penche tout le temps la balance entre c'est une action sociale, donc fortement accompagnée par les politiques publiques et fortement dépendante des financements et des subventions, voilà. Ou alors c'est une action de développement économique. Donc l'enjeu, il est bien là, c'est de l'IAE participe par le biais des politiques publiques à l'insertion par l'activité économique. Il y a un lien très très fort dans l'IAE avec l'État notamment et avec l'ensemble des partenaires, collectivités locales, organismes de formation, etc. puisque tout est structuré. La collaboration avec les partenaires, mairie, logeurs, Pôle emploi, DIECT, mais ça, c'est des atouts importants pour le bon fonctionnement de notre quartier et de notre structure d'insertion. La politique publique, c'est la trame vers l'aboutissement, vers quoi on veut aller. Et les acteurs sont là pour poursuivre cette trame. C'est important d'être adossé aux politiques publiques de l'emploi parce que ça nous permet aussi de bénéficier, bien sûr, d'un financement de la part de l'État. C'est un financement pour l'accompagnement des publics et pour le nombre de postes d'insertion que nous créons. Et ça permet bien sûr de pérenniser la structure. C'est très cadré, donc on est dans des cases, telle aide pour tel projet. Je pense que l'IAE est bien aidée, mais on ne s'occupe pas assez de l'insertion sociale. S'occuper d'une personne qui cherche un emploi et lui donner des avantages pour réussir son emploi durable, c'est bien, mais il faut qu'avant, cette personne ait voulu et eu envie de se réinvestir, de regarder vers devant et de rentrer dans une structure de l'IAE. Le financement s'est beaucoup amélioré, mais il y a encore quelques inégalités, si on peut dire, entre les différents outils de l'IAE. On voit bien qu'une association intermédiaire en financement bénéficie d'un financement qui est de moitié par rapport à celui d'une entreprise de travail temporaire d'insertion, alors que l'association intermédiaire accueille les publics les plus en difficulté. C'est un super dispositif qui, malgré sa courte durée de 24 mois, propose énormément de solutions vers l'emploi. Mais il faut aussi savoir monter son projet sous toutes les coutures. On est presque en création d'entreprise. Vous savez, en France, on n'a pas trop la fibre évaluative sur l'évaluation même, c'est-à-dire poser des indicateurs au départ de l'action, les reposer au fil de l'eau, faire une évaluation à mi-parcours d'une action particulière, permet véritablement de voir quel impact a une politique publique. Pour une meilleure collaboration, ça aurait été bien qu'il n'y ait plus d'échanges et qu'ils prennent en mesure la réalité de terrain à la base. Parce que ça remonte, il faut vraiment remonter dans la manière de structurer les choses et de concevoir même les politiques publiques pour qu'elles s'articulent déjà tout en haut et ce qui donne un peu le là à l'ensemble des acteurs derrière sur le terrain. Si on n'a pas l'habitude de travailler ensemble tout en haut et que chacun est dans son propre processus de décision avec ses orientations, etc., nous, la difficulté, c'est que les orientations des politiques publiques, elles ne sont pas toujours en adéquation avec les orientations des territoires. On n'est pas dans du descendant, on est dans de l'ascendant. Vous avez un projet porté par une association qui connaît le secteur, qui connaît le quartier, qui connaît les habitants, qui a un projet, je ne sais pas, dans l'insertion par exemple, ou dans l'ESS, trouve un financement
via la politique de la ville, donc cofinancée État, commune et puis des autres partenaires si c'est possible. Là, pour le coup, on aura véritablement une politique publique qui est à 100% adaptée à un besoin territorial. Et c'est en ça que la politique publique, la politique de la ville, pardon, elle est, en tant que politique publique, elle est intéressante parce qu'elle participe véritablement au développement local et de son besoin. Vous l'aurez compris, nous nous sommes focalisés dans le cadre de ces reportages sur deux politiques publiques, l'insertion par l'activité économique et les politiques de la ville, qui sont deux politiques, deux dispositifs qui s'appuient fortement sur l'économie sociale et solidaire pour atteindre leurs objectifs et leurs publics cibles. Autour de cette table, dans le cadre de cette première session et autour de l'écran, nous avons invité un certain nombre d'experts qui nous ont fait l'honneur de répondre favorablement à nos invitations. Nous avons Madame Danielle Demoustier, qui est maître de conférence à l'IEP Grenoble. Nous avons également à distance Monsieur Thierry Loying, qui est responsable du service économie solidaire au département de la Réunion. Nous avons également Monsieur Ben Amar Zegadi, qui devrait nous rejoindre, qui est délégué national au CRES en Outre-mer. Et autour de cette table, Monsieur Jackie Prianon, qui est délégué départemental à la vie associative à la DJSCS. Et enfin, Monsieur Frédéric Auré, qui est directeur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de la Réunion. Ma première question va être pour Danielle Demoustier, honneur aux dames. Au regard du reportage et des échanges qu'on a pu avoir avec un certain nombre d'acteurs de politique publique et de porteurs de projets, il me semble nécessaire de poser un cadre dès le départ. Et ma première question est la suivante, Danielle, c'est en quoi l'ESS a-t-elle besoin des politiques publiques et les politiques publiques de l'économie sociale et solidaire, et quelles ont été l'évolution des relations entretenues entre elles? Oui, merci Jérôme. Bonjour à tous. Quelques éléments de réponse, mais qui seront nécessairement partiels. Pourquoi les liens entre ESS et politique publique doivent être si forts? Bon, c'est parce que je pense qu'ils concourent tous les deux à des missions d'intérêt général, de façon différente. D'un côté, à travers les politiques et les services publics, de l'autre côté, à travers les groupements de personnes, associatifs, coopératifs, mutualistes et autres, qui partent d'un intérêt collectif, mais avec une visée d'inscrire cet intérêt collectif dans la construction de l'intérêt général. Donc je pense que c'est ça vraiment qui réunit ces deux dynamiques, en sachant que je trouve que l'exemple de l'insertion par l'activité économique, il est assez intéressant à prendre comme introduction parce qu'il pose bien une question centrale dans l'ESS, c'est ce lien entre le développement économique et le développement social. On parle bien d'économie sociale et solidaire, pas simplement d'économie. Et il montre que les politiques de l'ESS, c'est bien sûr qu'elles doivent contribuer à ouvrir les politiques de droit commun aux acteurs de l'ESS, d'une part, mais aussi elles doivent effectivement prendre en compte cette dimension transversale que moi j'appelle socio-économique de l'ESS. Et ce n'est pas si évident parce que les répartitions de compétences entre collectivités, on le voit bien, qui parfois posent des problèmes de cloisonnement. Donc d'où vraiment cet enjeu de décloisonnement et de transversalité. Alors historiquement, je ne vais pas refaire toute l'histoire depuis plus de 2 siècles, mais le 19e siècle a été marqué par l'histoire du passage de la méfiance à la reconnaissance, globalement. Et pourquoi? Parce qu'il reste encore parfois des traces de cette méfiance de part et d'autre. Méfiance de l'État, puisqu'on était dans un État centralisé par rapport à ce qu'on appelait les corps intermédiaires. À l'époque, c'était toute la dynamique syndicale, mais aussi mutualiste et coopérative. Puis à la fin du 19e siècle, on arrive à des formes de reconnaissance, notamment sous la Troisième République, avec des lois de reconnaissance, mais une reconnaissance qui était une reconnaissance sur un mode d'intégration. C'est-à-dire, par exemple, les lois sont des lois qui séparent les syndicats de la mutualité, d'une part, les coopératives
dans les différentes familles, puis après les associations, c'est-à-dire défense d'intérêts non professionnels en 1901. Voilà, très brièvement tracé cette longue histoire du 19e siècle. Au début du 20e siècle, d'ailleurs, on ne parle plus d'économie sociale, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on voit la montée de l'économie publique. On voit la montée de l'économie publique, de l'intervention économique, sociale, culturelle, sportive de l'État. Mais ça ne veut pas dire que les structures de l'ESS disparaissent. Mais elles vont être plus considérées comme des auxiliaires des politiques publiques. Et on voit qu'elles sont fortement intégrées, elles sont d'abord des aiguillons, et puis elles sont fortement intégrées dans les politiques publiques à travers des systèmes de subvention. C'est la subvention qui est le mode de financement dominant, et des marchés publics pour les coopératives. Beaucoup de coopératives se sont développées notamment dans le BTP grâce aux marchés publics. Et puis ce n'est qu'à partir des années 70-80 qu'on va reparler de l'économie sociale, probablement parce que on remet en question ce mode d'intervention de l'État. Il y a des lois de décentralisation, et on va retrouver effectivement des politiques envers l'économie sociale. Ce qui me paraît important, c'est que montrer que ces politiques, elles vont varier, de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Elles varient considérablement parce que la conception de l'économie sociale va changer. En 81, l'économie sociale, c'est l'économie démocratique. D'ailleurs, la définition de l'économie sociale, c'est les coopératives, les mutuelles et les associations gestionnaires d'équipements qui s'en rapprochent. C'est l'idée d'avoir un secteur privé, mais démocratique. C'est le prolongement de la réforme Sudreau, des réflexions autour de la réforme Sudreau de 1975, la réforme de l'entreprise. Et puis, petit à petit, il va y avoir des évolutions. On va parler, à partir de 84, on va s'intéresser au développement local. Bon, c'est la période des lois de décentralisation. Et notamment, on va plus s'intéresser aux petites associations locales qui irriguent le tissu local. Et alors, on va avoir effectivement, progressivement, une prise en compte de ces dynamiques dans le lien social de proximité, dans les services de proximité. On va voir, pour revitaliser un certain nombre de territoires, l'importance de toutes ces petites structures locales qui prennent d'ailleurs d'abord la forme associative, puis progressivement qui vont aussi prendre la forme coopérative. Donc on va avoir pas mal de bouleversements dans les politiques publiques nationales entre 1981 et la grande loi cadre que tu as mentionné, Jérôme, de 2014, qui reconnaît un périmètre de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le périmètre des structures statutaires, associations, coopératives, mutuelles, fondations, et puis de ce qu'appelle la loi les entreprises commerciales de l'économie sociale et solidaire. Et puis derrière cette reconnaissance, parce que je crois que c'est important pour les politiques publiques de bien réfléchir à quel est le périmètre qu'elles conçoivent dans leur politique. Derrière cette reconnaissance, il y a aussi le rôle de l'ESS qui est sous-jacente. C'est un rôle dans le développement économique. Là, on a une vision beaucoup plus économique, moins lien social de proximité, beaucoup plus, moins même emploi directement, plus développement des nouvelles activités, voire transition, la transition écologique notamment, qui est maintenant un des éléments fortement encouragés par les politiques publiques. Voilà, alors voilà la partie politique publique nationale. Donc pendant 20 ans, entre 1981 et 1998, pour aller très vite, on n'a que des politiques nationales. Et puis c'est à partir de la fin des années 90, notamment dans une ville comme Rennes, mais un tout petit peu à Grenoble aussi où je suis, des élus municipaux vont commencer à s'intéresser à l'économie sociale, on commence à appeler l'économie sociale et solidaire à cette période. Ils vont commencer à développer des outils spécifiques dédiés à ces formes d'entreprises. Et puis, ce mouvement va être reconnu quand Guy Asquette, élu vert, va arriver et va obtenir un secrétariat d'État à l'économie solidaire en 2000, où là, il va vraiment mettre l'accent sur le soutien à ces initiatives locales de proximité. Et ce qui va après encourager les communautés de communes, puis les régions, à adopter des politiques envers cette forme d'entreprise. Voilà très rapidement dressé, en fait, c'est un peu rapide,
c'est pas aroma de construction. Donc c'est une construction en fait qui n'est pas linéaire, comme tu l'as dit, hein, Jérôme. Même depuis 80, c'est pas du tout linéaire. Il y a des parties, je dirais, des périodes très creuses où les politiques publiques ont été en retrait, hein, des périodes beaucoup plus dynamiques. Et en même temps, le champ couvert et l'optique qui est prise dans ces politiques varie. Hein. Donc, on a coutume de dire, en sciences politiques, ce n'est pas un référentiel stabilisé. Hein. On est encore à la recherche. Hein, peut-être qu'on ne trouvera jamais un seul référentiel de l'ESS hein, pour des politiques publiques, je dirais, uniformes. Hein. Mais c'est un référentiel qui se cherche et je crois que chaque collectivité essaye de définir, en fait, alors pas à partir de rien, bien sûr, hein, mais son approche de l'ESS, quel rôle elle lui donne, quelles attentes elle a envers elle et quelle relation avec les acteurs hein, ça permet d'établir. Merci beaucoup pour cette contribution, cher Daniel. Je me permettrai dans la deuxième session de poser une question en continuité, qui s'inscrit dans la continuité de ton intervention, afin de savoir finalement où on devrait mettre le curseur de manière idéale dans le cadre des politiques publiques de proximité sur les micro-territoires. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à des représentants de politiques publiques sur le territoire, je souhaiterais me tourner vers la CRES afin concrètement de savoir quelles sont les politiques publiques qui sont dédiées à l'économie sociale et solidaire aujourd'hui sur le territoire. Frédéric. Oui, tout à fait. Alors, le micro. Je vous propose de passer à la première diapositive qui va venir illustrer en fait l'articulation de ces politiques publiques tant sur le plan national que sur le plan local, comment elles s'articulent, comment elles se déploient. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les principaux dispositifs et dans un second temps, les acteurs qui la mettent en œuvre sur le territoire. Donc, vous voyez dans cette première slide, alors, les dispositifs principaux est présent sur le territoire comme au niveau national. Vous avez une petite carte de la Réunion en vert, ça veut dire que ce dispositif existe sur le territoire et est opérationnel. Donc le premier dispositif, c'est le DLA, dispositif local d'accompagnement, qui vise à renforcer les modèles économiques, sensibiliser et créer des emplois, stabiliser et créer des emplois. Les financeurs de ce dispositif sont l'État, la Caisse de dépôt et consignation, donc CDC, et le Conseil régional. Et les axes d'intervention du DLA sont essentiellement sur notamment de l'accompagnement et aussi de la formation. Deuxième dispositif, il a été évoqué en préambule, notamment et à travers l'intervention de plusieurs acteurs de l'IAE, donc c'est l'insertion par l'activité économique. La finalité de l'IAE, c'est de soutenir l'accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées, donc des demandeurs d'emploi de longue durée, des travailleurs handicapés et d'autres acteurs, mais également de soutenir aussi les activités et les projets répondant à des besoins de territoire. Les principaux financeurs donc, de l'IAE, dans un premier temps, c'est véritablement l'État. Dans un second temps, viennent en cofinancement et en soutien les communes, des EPCI, donc des communautés d'agglomération, le conseil régional, le conseil départemental, et vous avez également, dans le cadre de ces ateliers chantiers insertion, on en a parlé, des ACI, dans le cadre des activités également des associations intermédiaires des ETTI, mais principalement des ateliers chantiers insertion. Vous avez aussi des bailleurs sociaux qui, dans le cadre de certains dispositifs comme la TFPB, viennent financer en fait les ACI ou voire d'autres aussi acteurs institutionnels, voire privés. Et en définitive, l'IAE à La Réunion se déploie également à travers une aide au financement des postes de travail et une aide à l'investissement, à travers notamment le FDI. Troisième dispositif, le dispositif lié à la politique de la ville, anciennement porté aussi par l'ACCE et aujourd'hui le CGET, donc aussi opérationnel à La Réunion, qui vise à déployer plusieurs mesures pour réduire les écarts et les inégalités sur les territoires et principalement sur les quartiers. À La Réunion, 13 villes sont concernées, 49 quartiers prioritaires sont ciblés et la politique de la ville s'articule à travers différents rouages et financements de l'État, des communes, de PCI également, du conseil régional, voire du conseil départemental également, sur différents types d'actions, du soutien à la création d'entreprises, notamment dans le domaine de l'ESS, de l'appui à l'innovation sociale, des actions visant davantage à faciliter l'accès ou à intégrer l'ESS à la commande publique, notamment à travers les achats responsables,
et également à travers le développement des compétences et de l'employabilité des demandeurs d'emploi de longue durée ou des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Autre dispositif, le PTCE. Donc, on va dire, le PTCE, c'est un pôle territorial de coopération économique. Donc, la petite carte de la Réunion est en orange. Pourquoi? Puisqu'en fait, ce dispositif avait bénéficié de soutien également financier il y a quelques années à travers des appels à projets. Et depuis voilà, à peu près 2 ans, ce dispositif mériterait également d'avoir d'autres niveaux de soutien, même s'il a été développé en parallèle via le dispositif French Impact qu'on va voir juste après. Et le PTCE consiste à regrouper plusieurs acteurs, des acteurs pluridisciplinaires notamment, institutionnels, de l'ESS, de la vie associative, du monde économique marchand, hors ESS, pour travailler sur des logiques et des stratégies de développement de filières, de développement de territoires. Dans ce cadre, le PTCE était soutenu, mais encore en partie, je veux dire non pas financièrement, mais simplement à travers des apports d'outils méthodologiques et de la mise en réseau. Si on peut passer à la deuxième diapositive. Toujours dans ces dispositifs, vous avez des dispositifs spécifiques Outre-mer, donc portés et pilotés par le ministère de l'Outre-mer, qui flèchent également les structures de l'ESS comme structures éligibles. Et ces dispositifs visent à soutenir les territoires ultramarins, les projets à fort impact social, sociétal ou environnemental. Vous aviez un précédent dispositif, le FEJ, le Fonds d'expérimentation jeunesse, qui avait été impulsé par le ministère de l'Outre-mer. Et actuellement, toujours en cours, le dispositif PIA, le plan d'innovation Outre-mer, dont l'appel à projet est toujours, on va dire, en cours jusqu'au mois de décembre. Voilà. Donc ces actions sont notamment portées, bien sûr, par l'État à travers le MOM, ministère de l'Outre-mer, et la CDC pour le PIA. Autre dispositif, French Impact, ou le French Impact, donc avec une petite carte de la Réunion en orange. Voilà, et je vois la réaction de nos collègues et homologues de Mayotte. Alors, pourquoi en orange à la Réunion? Puisqu'en fait, ce dispositif n'a pas encore été... le territoire de la Réunion n'a pas encore été labellisé, mais je pense que monsieur Benhamar Zegadi pourra l'expliquer un peu plus précisément, puisque le territoire de Mayotte a été le premier territoire ultramarin à faire partie des 27 territoires labellisés. Et French Impact, c'est un dispositif qui vise à soutenir et accompagner les initiatives territoriales, sociales, environnementales innovantes à travers, on va dire, plusieurs pistes de levier, d'action, de levier de financement, de soutien à l'amorçage de projets, d'établissements, mais également à travers de la mise en réseau et de la création de réseaux. Et donc vous avez plusieurs partenaires qui interagissent pour pouvoir soutenir cette dynamique nationale, bien sûr impulsée par l'État. Vous avez également la CDC, l'ADEME, mais vous avez aussi des entreprises de l'ESS et hors ESS marchandes qui également viennent soutenir, notamment à travers un fonds d'investissement, donc ces expérimentations innovantes sur les territoires, sur 27 territoires français et des DOM pour Mayotte. Un autre dispositif, donc là plutôt européen. Donc 2 dispositifs, on va parler d'une manière plus générale des financements européens. On en avait parlé il y a quelques mois cela à travers une émission spécifiquement dédiée au financement européen et notamment par rapport à, on va dire, à la liaison ou la connexion avec les structures de l'ESS. Donc d'une manière générale, comme vous le savez, les financements européens visent également à soutenir les projets d'investissement, de fonctionnement, de développement de structures de l'ESS et notamment aussi de la vie associative sur le territoire réunionnais en matière environnementale, économique, de développement social, territorial ou socio-économique. Vous avez plusieurs types de financement, le Fonds social européen, le FEADER, le FEDER et d'autres encore dispositifs. Mais aujourd'hui, vous avez un nouveau dispositif qui a été impulsé par l'Europe, de nouveau, suite à cette crise sanitaire, le REACT-UE, qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de relance économique au niveau européen et qui vise à soutenir des projets ciblant le maintien et la création d'emplois, le soutien à l'emploi des jeunes, le fonds de roulement de PME, mais également aussi de l'aide à l'investissement. Et cela, ce programme peut être fléché donc, sur le FSE, le FEADER ou le FEAD, donc le fonds d'expérimentation, j'ai oublié le AD, excusez-moi. C'est pas grave. D'accord.
Voilà, et donc on pourra vous expliquer, vous donner un peu plus d'informations très prochainement à ce sujet. Enfin, quels sont les acteurs, pour la dernière diapo, quels sont les acteurs qui ont en charge le déploiement donc, de ces dispositifs à La Réunion? Donc les principaux acteurs sont les suivants. Donc en tout premier, vous le voyez, pour l'État, il s'agit de la DIECT qui est en charge, donc dans un premier temps, c'est vrai, la co-construction avec le Conseil régional donc de la stratégie de l'ESS, qui pilote également les dispositifs qu'on a abordés tout à l'heure, donc les dispositifs liés à l'IAE, au DLA ou au FSE en partie. Vous avez également la DGSCS qui intervient notamment à travers le pilotage donc et la construction anciennement et aujourd'hui le pilotage et le déploiement de la charte des engagements réciproques pour la vie associative, le soutien à la vie associative à travers des dispositifs de formation, d'accompagnement ou de financement, à travers notamment le FDVA, le Fonds de développement de soutien à la vie associative, et également qui est pilote aussi au niveau de la politique de la ville. Mais je laisserai monsieur Prianon l'aborder éventuellement plus précisément. Vous avez également le Conseil régional qui intervient dans le cadre des politiques publiques en matière d'ESS à travers la loi NOTRe, donc la nouvelle organisation territoriale de la République, puisque la région, le Conseil régional est chef de file en matière de développement économique, mais notamment aussi en matière d'économie sociale et solidaire, puisque l'économie sociale et solidaire est intégrée et rattachée au développement économique et est intégrée également dans le cadre du SRDE2I, donc le schéma régional de développement économique et d'innovation et d'internationalisation. Et vous avez enfin d'autres acteurs, le conseil départemental, les communes et les EPCI, pour lesquels je n'ai pas forcément ciblé de dispositifs en particulier, puisque chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements interviennent en fonction de leur pôle de compétences, leurs compétences régaliennes. Vous avez donc M. Laoying qui interviendra, je pense, pour le département, et d'autres représentants de communes également qui pourront mettre en exergue certaines politiques communales spécifiques en matière d'ESS. Et enfin, vous avez un autre acteur également, donc la BPI, qui dispose d'un panel d'outils financiers, notamment en direction des entreprises de l'ESS, pour pouvoir financer donc des projets socio-économiques ou sociétaux sur les territoires. Alors la carte est en orange, puisqu'en fait, c'est vrai qu'au niveau national, plusieurs dispositifs existent en direction de l'ensemble des structures de l'ESS, mais à La Réunion, c'est vrai que pour l'instant, ces dispositifs ne concernent majoritairement que les sociétés commerciales, ayant qualité de l'ESS ou les sociétés coopératives notamment, et moins les structures associatives. Ce qui est rassurant, c'est que presque tous les voyants sont au vert concernant les politiques publiques. Merci pour ce descriptif détaillé et précis et non exhaustif, bien évidemment, des politiques publiques, des principales politiques publiques dédiées à l'économie sociale et solidaire. Deux acteurs ont été identifiés par Frédéric Auré, la DGSCS et également le département. Nous avons deux représentants de ces deux établissements qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais me tourner vers Jackie Prianon, qui est délégué départemental à la vie associative à la DGSCS. On sait que la DGSCS développe un certain nombre de politiques publiques à destination de l'éducation populaire, du sport, et également de la structuration de la vie associative. Donc, cher Jackie, quelles sont ces politiques publiques et quels sont leurs objectifs? En fait, bonjour. Donc, pour nous, le plus important aujourd'hui, il existe des politiques publiques, donc qui sont déclinées par plusieurs représentants institutionnels, ou voire même ministériels. La question, donc, pour nous, c'est comment les mettre en œuvre, sur les territoires, et quelle stratégie à développer. On connaît très bien le tissu associatif réunionnais qui est très dynamique, mais en même temps qui présente des faiblesses, notamment en termes de structuration territoriale, en termes d'ancrage territorial et de légitimité d'intervention sur les territoires, et surtout en termes une certaine fragilité financière. Donc, on a travaillé sur la base de la circulaire ministérielle de 2015 du Premier ministre, sur la mise en place d'une action co-concertée, travailler avec l'ensemble des partenaires, les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État, et aussi le mouvement associatif, pour réfléchir sur un plan d'accompagnement concerté, partagé pour le développement de la vie associative.
Aujourd'hui, on a une vie associative qui est très dynamique. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, donc on fait référence aux associations. Quand on parle d'activité par l'insertion, enfin, l'activité économique par l'insertion, on parle aussi d'associations. Les derniers chiffres montrent donc une montée donc en puissance donc de nouvelles créations d'associations, notamment donc pour le premier semestre 2020, on était à peu près à plus de 172 associations nouvellement créées. Pour le mois de septembre, donc on est donc à 43 associations donc créées, ce qui porte à peu près à plus de 18 000 donc, associations donc, déclarées, avec quand même des associations qui sont en veilleuse et certaines donc, qui sont en activité. On est dans une fourchette d'associations en activité de 8 000. Entre 8 000 et 9 000. Aujourd'hui, la question, c'est de dire quels sont les mécanismes donc, à mettre en œuvre de manière concertée avec l'ensemble des acteurs publics et aussi les acteurs privés pour pouvoir donc, accompagner au mieux donc, les associations pour qu'elles maintiennent donc, leur capacité d'agir au quotidien en direction des populations. Donc la charte des engagements, donc, la charte des engagements réciproques qui a été signée en février, donc en décembre 2017, était quand même donc un élan fort donc de concertation donc interservices donc pour pouvoir dire donc qu'il faut absolument donc intervenir au plus près des besoins des associations donc pour les accompagner, et on a retenu un certain nombre donc d'orientations, et notamment donc la formation donc des dirigeants associatifs, donc l'accompagnement à la sécurisation donc financière des associations, l'accompagnement à la trésorerie et surtout donc l'ancrage territorial. Aujourd'hui pour nous donc le premier donc interlocuteur qui est légitime pour accompagner les associations, donc ça reste quand même les collectivités locales, les communes. C'est vers ces communes donc qu'on travaille, notamment dans une stratégie de meilleure connaissance du territoire, de meilleure connaissance de la politique donc portée par la commune en vue du développement de la vie associative. En parallèle, donc nous, on a un certain nombre de dispositifs donc qu'on croise, mais les dispositifs ne sont que des moyens. Donc pour nous, ce qui est important, donc c'est véritablement d'avoir une stratégie commune, donc et une volonté commune de l'ensemble donc des partenaires pour soutenir donc la vie associative. On a donc actuellement donc depuis 2019, donc le préfet a validé donc une feuille de route régionale de soutien à la vie associative qui porte donc sur 4 axes. Le premier axe, ça nous concerne, nous, services de l'État, c'est-à-dire l'État exemplaire, c'est-à-dire avoir des réunions donc, suffisamment donc, rapprochées donc, pour définir donc, nos orientations de manière donc, collaborative à développer en direction des associations. On a aussi donc, envisagé, donc, puisque aujourd'hui on n'a pas une très bonne connaissance des associations, on voulait travailler et on souhaite travailler davantage avec les têtes de réseau pour que les têtes de réseau aient aussi une fonction donc, d'accompagnement donc pour des associations, et c'est pour cela donc on a confié donc à la CRES une étude donc sur donc l'écosystème dynamique donc de la vie associative en lien donc avec les têtes de réseau, et sur donc la stratégie régionale de la vie associative. Le pilier le plus important, l'axe donc le plus important pour nous, c'est véritablement la plateforme d'ingénierie technique et financière donc de soutien à la vie associative. On a vu que les associations donc ils ébranchent à des politiques publiques. La grande majorité des associations donc, ont un budget donc, qui est composé donc, essentiellement de subventions publiques. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que les associations donc, développent aussi, donc, réfléchissent sur leur projet donc, associatif et aussi une vision au titre de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est le travail qu'on est en train de mener actuellement avec donc, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec France Active Réunion, pour pouvoir permettre à ces associations donc, d'avoir donc, un accompagnement qui répond au mieux donc, à leurs besoins, et surtout donc, qui les guide donc, à un ancrage territorial fort et reconnu donc, au niveau de la population. On a donc aussi, donc là ce sont des dispositifs de soutien donc, qu'on souhaiterait donc, partager avec l'ensemble des partenaires, donc, notamment le Fonds de développement à la vie associative, et notamment donc, un qui vise la formation donc, des professionnels, des dirigeants professionnels, et deux qui vise aussi donc, à soutenir l'emploi associatif, donc le fonctionnement général de l'association et la trésorerie.
Sur la base donc, des observations menées donc, au quotidien avec l'ensemble des acteurs, aujourd'hui, donc, on ne peut plus se contenter uniquement donc, bon, d'une action où l'association est demandeuse donc, bon, aussi de subventions. Il faut que l'association réfléchisse sur son projet, donc, bon, son projet associatif, essaye donc, bon, aussi de trouver donc, bon, des niches de développement donc, économique et pour pouvoir bon, s'insérer donc, dans une dynamique économique territoriale. On a aussi, donc on est en train d'initier donc une démarche, donc tout comme disait donc Monsieur Frédéric Auré, donc bon sur les pôles territoriaux de coopération des entreprises. Aujourd'hui, donc on est dans une démarche bon, territorialisée, donc bon et avec la mise en place des pôles territoriaux de coopération associative. Et donc c'est de dire de travailler donc bon sur des coopérations donc associatives soit sectorielles, c'est-à-dire dans le cadre d'une filière économique ou sociale ou autre, ou soit des coopérations associatives, donc dans le cadre d'une filière territoriale. Donc bon, sur un territoire, on mutualise donc les initiatives donc associatives et en même temps, on croise les besoins et on apporte donc bon, l'accompagnement donc bon, dédié. Donc, on a aussi donc, bon, une fonction donc, aussi autour de tout ce qui touche l'emploi, donc l'emploi associatif. Donc, on a le fonds de coopération donc, de la jeunesse et de l'éducation populaire, donc, bon, qui vise à soutenir les projets portés par les associations, mais en même temps, dès lors qu'on soutient un projet, on soutient aussi le fonctionnement et l'emploi. Donc, on a des dotations donc, bon, de ce qu'on appelle les postes FONGEP, donc, bon, qui sont des subventions donc, bon, triannuelles, qui peuvent être renouvelés donc, bon, 2 fois. Et donc là, on a aussi donc, un outil donc, à notre niveau pour accompagner les associations. Et puis, aujourd'hui, donc, bon, sur la base de la conférence régionale de l'engagement associatif donc, bon, qui a eu lieu donc, en décembre 2019, on a pris en compte aussi le besoin de formation donc, bon, des dirigeants associatifs, notamment par le déploiement des formations pour l'obtention du certificat donc, à la gestion à la vie associative. Pour nous, c'est important que les futurs dirigeants associatifs disposent donc, bon, de données et de connaissances donc, bon, premières sur donc, bon, les différentes missions et fonctions donc, bon, d'un dirigeant associatif. Aujourd'hui, on a donc, bon, 5 associations qui sont habilitées. Et donc bon là donc demain je dois remettre donc au CROSS et bien donc bon, qui a organisé donc une session de formation les diplômes donc aux différents stagiaires. Donc on est dans cette démarche. On crée aussi donc bon des outils de proximité d'accompagnement, ce qu'on appelle les espaces ressources, donc relais de territoire, qui sont les maisons des associations, les points d'accueil à la vie associative, donc bon les points numériques donc et d'accueil à la vie associative. On essaie aussi dans cette démarche de proximité pour apporter donc de l'information et de la communication et surtout et donc réorienter les associations vers les acteurs qui pourraient les accompagner. L'exemple donc, bon, de la crise sanitaire nous a montré aujourd'hui donc, bon, une faiblesse encore donc, en direction des associations, c'est l'accès au numérique. Donc avec le mouvement associatif de la Réunion et puis bon, les différents acteurs publics et privés, on a mis en place donc, une plateforme d'écoute, de conseil, d'orientation des associations pour répondre à leurs besoins donc, premiers, donc, ensuite donc, au confinement et suite aussi au post-confinement, c'est-à-dire donc, au plan de relance donc, de la vie associative. Donc c'est un champ pour nous donc, important, donc, bon, qui est aussi un champ transversal, puisque donc, on a le développement de la vie associative, mais on a aussi le développement des autres missions qui peuvent apporter une plus-value donc, bon, au niveau des associations. Je parle par exemple au niveau de l'engagement, donc, bon, le service civique par exemple. Où donc, bon, pour nous, donc, bon, c'est quand même un outil donc, important donc, de valorisation donc, bon, des missions des associations sur le territoire et on essaie donc, bon, d'accompagner donc, bon, les associations dans la formation des tuteurs, dans la formation et l'accompagnement bon, des jeunes. Je pense que donc, là, il y a quand même des actions qui se posent donc, au fur donc, et à mesure. Ce qui est important, c'est qu'on a les politiques, mais le plus important pour nous, c'est comment donc, on décline ces politiques sur le territoire, comment on associe donc, les différents acteurs et en même temps donc, bon, comment on l'évalue donc, cette politique. Donc aujourd'hui, on avance, on pose le cadre, on sait à peu près où on veut aller, mais il reste bon, la 3e phase, donc, bon, qui est la phase d'évaluation. Les associations, on sait très bien, donc, bon, elles ont un savoir-faire. Donc bon, elles ont des compétences, donc bon, et ces compétences et ce savoir-faire s'appuient aussi donc bon, sur l'existant au quotidien. Sur la plateforme d'ingénierie technique donc, et financière, on a vu qu'il y a très peu d'associations, donc bon, bien,
qui souhaitent donc, engager un partenariat donc, avec donc, les fonds structurels européens. Alors d'une part, besoin de formation et de qualification dont les dirigeants, et de deux, donc d'un accompagnement à l'assistance donc à maîtrise d'ouvrage, montage de projet ou autre. Mais le point le plus important, c'est la caisse de préfinancement. Donc cette plateforme-là donc, aura cette mission-là, donc aussi de mettre en place donc, une caisse de préfinancement, donc des associations qui portent des projets qui ont été retenus au titre donc, du Fonds social européen. Et on a la même logique qui est engagée au niveau régional, donc avec le TCO, donc sur les communes donc, de la côte ouest, et qui donc et cette dynamique-là va être intégrée aussi donc à la dynamique régionale que porte donc la plateforme. Ok. Merci bien, Jackie, pour cette description exhaustive de l'intervention de la DGSCS au regard du poids du tissu associatif dans l'économie sociale et solidaire. Plus de 80% des établissements et également des emplois. On se rend compte que la DGSCS a un cadre et bien évidemment des dispositifs pour soutenir et consolider le développement des entreprises de l'ESS et des associations, et surtout pour leur permettre de répondre aux futurs enjeux et aux futurs défis sur le territoire. Je vais m'adresser cette fois-ci à M. Thierry Loying, qui est directeur responsable du service économie solidaire au département. Monsieur Frédéric Auré parlait de compétences régaliennes. Vous avez des compétences régaliennes au regard de la loi NOTRe. Du coup, quelles sont vos politiques qui sont en lien avec l'économie sociale et solidaire? Bonjour. Oui, effectivement, à premier abord, la loi NOTRe pourrait nous faire penser que on arrive à un cloisonnement des compétences de chaque collectivité. Et en fait, l'économie sociale et solidaire est tellement vaste que je pense que chaque collectivité ou chaque entité publique doit pouvoir trouver un espace pour intervenir en faveur de l'économie sociale et solidaire. Et le département, en l'occurrence, donc face aux enjeux de territoire qui sont les nôtres, accompagne les acteurs de l'ESS et le développement de l'ESS au titre comme outil on va dire, de l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi en tant que chef de file de l'action sociale. Et effectivement, on va retrouver, comme dans votre sujet, l'insertion par activité économique comme principal moyen ou vecteur pour ce développement de l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, enfin pour la collectivité, on pense vraiment que c'est une solution efficace pour transformer des initiatives collectives locales à travers, tout d'abord en premier lieu, donc des emplois aidés, pour qu'ils puissent devenir après un levier donc, de développement d'emplois pérennes à plus long terme. Donc, cette notion donc, d'économie sociale et solidaire transparaît un peu dans l'ensemble des politiques mises en place par la collectivité départementale. Et peut-être que je vais vous prendre peut-être 3 exemples concrets où la collectivité investit dans ce secteur pour développer donc l'insertion par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi en général et des personnes bénéficiaires du RSA en particulier, puisque ce sont nos publics, on va dire, prioritaires. Le premier exemple qu'on a pu développer en matière d'innovation, c'est le développement donc, des maisons d'assistantes maternelles sur le territoire. On est parti d'un constat simple, hein, il y avait plusieurs assistantes maternelles qui étaient agréées, mais qui n'arrivaient pas à donc, optimiser le nombre d'enfants qu'elles pouvaient donc, recevoir au quotidien, tout simplement pour des questions donc, on va dire, de localisation de leurs habitations par rapport au trajet des parents le matin. Et c'est pour ça que la partie, on va dire, la direction de la famille et de l'enfance a mis en place un dispositif de financement et de promotion de maisons d'assistance maternelle où les assistantes maternelles se regroupent dans une maison commune, vont mutualiser les frais de loyer, les frais de charge, etc. et les travaux, notamment pour répondre aux ERP. Et ces assistantes maternelles vont se regrouper en association et vont pouvoir générer donc un chiffre d'affaires, on va dire, commun plus important ensemble, répondre à une problématique donc, de garde d'enfants sur le territoire et pouvoir donc s'insérer plus durablement, effectivement, dans leur activité au quotidien.
Ça, c'est un exemple dans le domaine de la famille d'enfance. Un deuxième exemple sur la compétence rurale et agricole. Le département promeut depuis 3 ans la création d'AMAPI. Ce sont des regroupements d'agriculteurs et de consommateurs dans le cadre d'une association également, où on va favoriser les circuits courts, on va favoriser l'accès direct aux produits locaux, et ça va permettre également de soutenir, on va dire, l'installation de jeunes exploitants sur des petites surfaces agricoles afin d'assurer une viabilité économique des dispositifs. Aujourd'hui, on est sur une vingtaine d'AMAPI qui sont créés sur le territoire de La Réunion. La dernière filière que l'on propose et que l'on promeut au niveau de la création d'emplois et de l'insertion, c'est la filière plantes à parfum aromatiques et médicinales, les PAPAM. Donc, le département propose de mettre à disposition, on va dire, des agriculteurs les territoires dont il est propriétaire, notamment les espaces naturels sensibles, en respectant un certain nombre de précautions quant à la préservation, bien sûr, de la biodiversité et de l'espace naturel en jeu. Mais on ne veut pas que ce soit sacralisé, et on veut pouvoir optimiser ces espaces à disposition pour pouvoir créer une filière à la base de chantiers d'insertion, à la base effectivement d'entreprises d'insertion éventuellement, pour à terme créer sur le territoire une véritable filière qui puisse aller jusqu'à l'exportation et créer des emplois pérennes à plus long terme. Donc vraiment l'idée de cette intervention de la collectivité en faveur de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment créer des emplois à long terme, en commençant effectivement en matière d'expérimentation et d'innovation sur un financement des emplois aidés. Merci Monsieur Loying pour cette présentation très pratico-pratique et concrète de vos interventions en soutien du développement de dynamiques liées à l'économie sociale et solidaire en réponse à des besoins sociaux et notamment de proximité. Je me tourne maintenant vers notre dernier intervenant, Ben Amar Zegadi, qui est délégué national au CRES en Outre-mer. Cher Ben, bienvenue. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un délégué national au CRES en Outre-mer? Et en ce sens, quelles sont les tendances, les orientations en termes de politique publique pour les Outre-mer? Bonjour Jérôme, merci de cette invitation. Un délégué national pour ESS France en Outre-mer et à l'Europe et à l'international, c'est plutôt quelqu'un de chauve avec une barbe, j'ai envie de dire, pour l'heure, donc pas très intéressant. Ce qui est en revanche, avant de répondre à ta question, donner un élément. Ce qui m'a frappé dans les témoignages, si tu veux, avant de parler du national, de comment ça se décline et quelles sont les liaisons qu'on peut faire avec l'outre-mer et par-delà. Ce qui est en train d'être dit là, c'est extrêmement passionnant et intéressant, moi, d'un point de vue très extérieur, parce que ça appelle à la construction d'une intelligence collective qui doit être consacrée dans une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. On a parlé, la DG, un service de l'État, a parlé de moyens, de volonté, de politique publique destinée à l'ESS. On a un département qui a une ambition aussi en la matière, d'autres. Et la loi NOTRe le dit bien, Frédéric le rappelait tout à l'heure, Auré, le directeur de la CRES à juste titre, que la loi NOTRe précise quelque chose qui avait été déjà évoqué dans la loi du 31 juillet 2014, qu'une région, pour faire rapide, doit se doter, dans ses nouvelles compétences, d'un schéma, d'un SRDE2I, lequel doit contenir une stratégie régionale de l'ESS, laquelle est une feuille de route à partir d'un consensus collectif d'axes, d'objectifs définis qui permettent le développement de l'ESS, mais on sait tous qu'il a un impact, on le sait, sur l'emploi local, sur la création de valeur, sur l'environnement, on sait ça. Donc, en entendant tout à l'heure, je me posais une question,
est-ce qu'à La Réunion, il y a une stratégie régionale de l'ESS dans le cadre du SRDE2I? Vraiment, c'est une question que je me posais. Peut-être, Jérôme, peux-tu me faire une réponse rapide? Oui, quand on prend de manière très formelle le SRDE2I, de manière transversale, l'économie sociale et solidaire est intégrée à un certain nombre de champs d'activité. Après, comment cela s'est construit, à ce moment-là, je passerai la patate chaude à Frédéric Auré. Est-ce que la CRES a été consultée? Est-ce qu'elle a participé à cela? Est-ce que des têtes de réseau ont participé à cela? Je pense que quand on pense économie sociale et solidaire et quand on vit économie sociale et solidaire, ce n'est pas juste c'est pas uniquement avoir une vision, mais c'est aussi mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, puisque c'est ça aussi l'économie sociale et solidaire. Donc Frédéric? Alors, je ne parlerai pas de patate chaude, puisque ce n'est pas encore l'heure du repas, il ne me semble pas. Mais concrètement, dans le cadre du SRDE2I, la CRES a pu travailler avec les services de l'État et notamment la DIECT, la précédente personne ou le précédent agent de l'État en charge de l'ESS pour l'État sur la rédaction et la construction en fait du SRDE2I, intégrant notamment des volets ESS. Néanmoins, c'est vrai, pour revenir au sujet lié à la stratégie, au-delà du document lui-même, comme le prévoit la loi, et tu l'as rappelé Ben, il est nécessaire de pouvoir déployer cette stratégie à travers une conférence régionale de l'ESS, qui n'a pas pu encore se tenir, c'est vrai, à La Réunion, et cela conformément à la réglementation en vigueur depuis 2014. Mais néanmoins, il y a eu plusieurs travails en ce sens avec les services du Conseil régional et de l'État. Mais il y a une volonté, notamment de l'État, de pouvoir aussi, on va dire, déployer et organiser cette prochaine conférence régionale de l'ESS. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, parce que pour moi, c'est important, dès lors qu'on parle de politique publique, d'avoir quand même une feuille de route qui permet la convergence des initiatives pour éviter leur morcellement, leur atomisation, etc. Si l'objectif et la finalité, elle est bien le développement de l'ESS en région. C'est pourquoi je posais la question, et les initiatives sont toujours louables. Et il est vrai que le développement de l'ESS de façon globale ne peut pas être pris qu'à partir d'un paradigme celui de la politique publique pour la vie associative, celui pour la protection de l'enfance. Il faut faire converger un certain nombre de visions, créer les conditions d'un écosystème si on veut que La Réunion reste leader en matière d'ESS, parce que je rappelle qu'en termes de poids de l'ESS, La Réunion est l'équivalent de la Martinique et de la Guadeloupe ensemble, en termes de poids en poids. Donc on est, c'est vraiment, depuis Mayotte, où je me trouve là, en ce moment, on vous regarde avec envie. Cette capacité à générer de l'emploi, à la créer malgré le morcellement des écosystèmes, malgré une lecture d'un point de vue extérieur un peu flou des enjeux et des marqueurs publics sur le sujet, vous restez quand même un générateur d'emploi assez impressionnant à La Réunion. Maintenant, il y a des choses qui évoluent. Comme il y a eu un avant 2014, il y a eu un après. Il y a eu un avant le Covid et il y a un après Covid. Il est clair qu'il y a... alors, la loi de 2014 a permis, et j'espère que c'est le cas à La Réunion, de clarifier tous les débats qu'il y avait pré-2014 autour de qu'est-ce que l'ESS, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le représente, qu'est-ce qu'une CRES, qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce qu'une subvention, parce que la loi de 2014 définit aussi ce qu'est une subvention, on l'oublie souvent, etc., etc. Donc, il y a, donc après 2014, on s'est saisi localement, avec plus ou moins de vigueur politique. Mais c'était intéressant. Il faut bien se dire une chose en matière de politique publique, c'est-à-dire, par principe, la politique publique découle de sa dimension réglementaire et législative.
Il y a une volonté derrière et ça se traduit par la loi pour créer des dispositifs. Je pense au SIAE, je pense à d'autres. Mais en France, par principe aussi, on est dans ce qu'on appelle un droit positif, c'est-à-dire que la loi suit le fait social. Et souvent, en matière d'économie sociale et solidaire, la loi se fait sans les acteurs principaux, même les acteurs tout court, ou les entreprises simplement de l'économie sociale et solidaire sont peu consultés, l'ont été énormément pour la loi de 2014, mais avant c'était un peu compliqué. Donc on avait des gens qui se représentaient ce que ça pouvait être, c'est-à-dire parfois l'économie des gueux, des sans-dents, des sans-culottes, c'est-à-dire l'économie des pauvres, et que par exemple les associations dont les services de l'État ou d'ailleurs pouvaient être propriétaires au bénéfice, au titre qui les finançait peut-être à 100%, venaient leur dire ensuite l'année suivante, les contrats aidés ont été arrêtés, donc du coup, c'est vous qui allez être impactés, et etc., etc. Donc, la loi de 2014 est venue un petit peu re-questionner un petit peu tout ça, redistribuer des cartes, en termes d'effet, indépendamment de ce qu'elle pouvait comporter en termes de définition à l'article 1 de la loi. Et puis, le Covid vient aussi redistribuer des cartes, vraiment, en matière de politique publique. D'ailleurs, on est passé, ça n'a échappé à personne, d'un haut commissariat à l'ESS et à l'innovation sociale à un secrétariat d'État à l'ESS et à l'innovation sociale, donc de Christophe Itier à Olivia Grégoire. Christophe et on est passé du ministère de la Transition écologique et solidaire à Bercy, c'est-à-dire en vérité on est revenu à Bercy, parce que ça l'était avant la nomination de Nicolas Hulot. Hein. Nicolas disait que on ne pourra pas faire de transition écologique sans s'appuyer sur l'ESS pour conduire les questions de cette transformation. Là, c'est revenu à Bercy parce que on veut vraiment s'appuyer sur l'ESS dans le cadre du plan de relance. Alors, il faut bien lire, les plans de relance sont multiples. Il y a le plan de relance, il y a un fonds d'urgence là, du ministère de la Ville de 20 millions d'euros qui vient de tomber. Il y a le fonds IAE de 300 millions d'euros. Il y a 1,5 milliard sur spécifiquement l'ESS. Et puis, il y a ce plan de 100 milliards de relance avec des thématiques. Hein. Il y a des axes, et notamment celui de la cohésion sociale, par exemple, celui de la transition écologique, dont on sait que le sujet est intime de l'ESS. Je rappelle que c'est parce qu'il y a des ONG, donc des entreprises de l'ESS dans les années 70 et 80, comme Greenpeace, comme d'autres, qui ont dénoncé les ravages de l'industrie sur l'environnement. On a pu aboutir quelques années plus tard, en tout cas une quarantaine d'années plus tard, à un ministère de la transition écologique, à la création de l'ADEME, à des fonds dédiés. Donc c'est intime de l'ESS, tous ces sujets sociétaux, environnementaux, etc. Donc du coup, j'ai l'impression que nationalement, mais aussi de façon européenne, on prend en compte de façon plus déterminante la place des entreprises de l'ESS, des acteurs de l'ESS, dans la question de la génération de valeur ou de la création d'emplois, particulièrement dès lors qu'on reparle de réimplantation industrielle dans les régions, etc. Ça parle beaucoup de coopératives dans les régions. Je rappelle que RICOP, récemment, qui gère la ligne Limoges-Lyon de mémoire, voilà, on est dans ce type de choses, ou Télécop pour la téléphonie mobile, ou Veja qui utilise une entreprise d'insertion pour gérer ses stocks en France et toute sa logistique. Bon, ça reprend de la place un peu, ou des logiques intéressantes comme ça. Et puis, on a un nouveau conseiller auprès de la présidente du Conseil de l'Europe, qui s'appelle Nicolas Hazard, qui est le conseiller l'ESS, parce qu'il va y avoir aussi un plan européen de l'économie sociale et solidaire. C'est absolument, pour moi, fascinant, parce qu'en Europe, il y a des points de vue sur le sujet qui sont différents. La France est, je crois, le seul pays qui bénéficie d'un cadre réglementaire, d'une loi. Il y en a d'autres aussi, des réglementations, mais avec autant de force, c'est-à-dire avec une définition, avec des choses une loi qui vient toucher des codes du commerce. Voilà, c'est ça aussi la loi du 31 juillet 2014. Elles sont moins ambitieuses ailleurs. Il y a la question de la lucrativité limitée
qui est une notion très française et pas très européenne. Donc, bon, il y a plein de sujets, je crois, comme ça, qui sont, en tout cas, mis sur la table aujourd'hui, dont on espère évidemment, et je pense qu'Anne-Laure du RTES me contredira pas là-dessus, mais on espère qu'elles vont faire davantage de place à l'ESS dans les questions de la transformation économique qui est opérée plus timidement aujourd'hui qu'on ne l'eût espéré en avril ou en mai. Hein. C'est-à-dire qu'en avril ou en mai, on a dit oui, ce monde, c'est pas possible. Il faut absolument que ça change. Nos masques, il faut qu'on puisse les produire. Regardez, des entreprises de l'ESS se sont manifestées ici ou là. Ça a été le cas à Mayotte pour produire des masques. On le sait moins, ça s'est moins fait ailleurs. Donc on s'est dit, il faut que le monde change, etc. Aujourd'hui, on sent la dynamique un peu s'essouffler. Hein, et on espère que ces plans-là vont permettre, vont pas éteindre l'espoir qui était la nôtre, à condition que les pouvoirs publics en région et les entreprises de l'ESS convergent vers ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Jérôme. Oui, Ben, tu nous donnes des perspectives concernant les enjeux et les futurs défis de l'économie sociale et solidaire, et tu fais le lien également entre l'outre-mer et ce qui peut se développer en outre-mer, et également les tendances au niveau national au regard des mouvements. Je me rends également compte que la Réunion regarde aussi Mayotte avec envie, puisque vous êtes French Impact et nous, non. Donc, il faudra qu'on puisse échanger là-dessus plus tard, et dans le cadre, je pense, d'une future Web TV. Merci Ben pour ces précisions. Merci à vous tous pour ces échanges et pour vos contributions qui ont été très riches et très précis. Je vous invite donc à passer à la deuxième session. L'objectif de cette seconde session est de mettre en évidence les dynamiques territoriales portées par des politiques publiques et soutenant le changement d'échelle et de développement de l'économie sociale et solidaire. Là aussi, avant de rejoindre nos invités autour de la table et autour de l'écran, je vous invite à visionner un mini-reportage. Régal, c'est une expression qui est apparue dans le pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a quelques régals en métropole depuis un peu plus de 5 ans. Et le Régal Réunion est le premier à se créer en Outre-mer. Et donc, l'objectif de ce réseau, c'est de réunir les acteurs et les actrices volontaires pour, de manière très synthétique, faire ensemble, réfléchir ensemble et trouver des solutions les plus adaptées possibles à notre territoire, au service du bien manger pour soi et pour la planète. La première étape qui a été franchie, c'était la création des groupes de travail. Et ensuite, donc ça courant année 2019. Et le 16 octobre 2019, le 16 octobre étant la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, un petit événement de lancement a permis de créer officiellement le réseau. Les partenaires institutionnels ont signé sa charte fondatrice. Cet événement a connu un très bon succès. Donc on a décidé d'en faire un événement annuel et une rencontre réseau annuelle. Alors depuis sa création, le Régal Réunion est financé par l'État, l'ADEME en copilotage avec la DAF, et par la région Réunion au titre de l'économie circulaire. Et donc l'historique de cette action, c'est le suivant. Suite aux états généraux de l'alimentation à La Réunion, une fiche action du coup avait été rédigée pour la création d'un régal, et RD2A avec des partenaires a porté une candidature à l'appel à projet national du Programme national pour l'alimentation, laquelle candidature a été retenue et a fourni le premier financement public qui a été complété ensuite par celui de la région et sur lequel s'est appuyé le démarrage de l'action. Donc aujourd'hui, c'est une action qui est financée à 70% par des fonds publics.
Dans tous les cas, ça semblait quand même logique de s'adosser, ou en tout cas de démarrer d'abord avec des financements publics, puisque c'est vrai que l'émergence du Régal et son accompagnement pour élaborer un plan d'action territorial de lutte contre le gaspillage, ça correspond quand même à des enjeux, des objectifs de politique publique. Si bien évidemment c'est important d'avoir des financeurs, c'est aussi important qu'ils soient des pilotes, ce qui n'est pas forcément tout à fait la même chose. Et c'est vrai que le Régal, il a pour raison d'être et pour objectif d'incarner quand même une réponse des acteurs publics aux besoins des acteurs de terrain. Et du coup, c'est très important qu'on puisse être régulièrement dans l'échange, dans la clarification éventuellement des attentes, en tout cas dans la co-construction de l'action au fur et à mesure de son développement, pour pouvoir proposer non pas de l'accompagnement individuel, bien évidemment, mais des espaces et des temps d'échange entre pairs ou avec d'autres acteurs, actrices qui ont une perspective un peu différente et complémentaire, et puis de l'accompagnement collectif via les groupes de travail. Un réseau comme le Régal à La Réunion peut apporter des réponses et peut donner satisfaction. Et sans doute que les politiques publiques pourraient gagner en productivité ou performance avec peut-être plus de vision dans le temps, plus de visibilité dans le temps. Et une des difficultés qui est souvent rencontrée, c'est le financement à l'émergence. Et c'est tout à fait légitime de financer sur des fonds publics de l'impulsion et d'attendre après qu'un modèle économique peut-être puisse se développer et être autonome. Mais en l'occurrence, le fonctionnement après ce soutien à l'impulsion est souvent compliqué à faire financer également. Et c'est moins facile d'identifier un modèle économique pérenne et qui soit performant quand on est dans la mise en œuvre de politiques publiques à quasiment 100% de l'action. Dans le cadre de cette seconde session, nous accueillons autour de la table et également autour de l'écran Daniel Demoustier, qui est resté parmi nous pour répondre à nos questions sur cette thématique. Madame Anne-Laure Federici, qui est la déléguée générale du ATES, elle nous dira dans un instant ce que c'est que le ATES. Et Monsieur Midouari Ali, qui est élu en charge de l'économie sociale et solidaire à la commune du Port. Bienvenue à toutes et monsieur. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et comme on vient de le voir dans notre reportage, on parle de réseaux, d'échanges, de création de dynamique entre différents acteurs du territoire et en lien avec des politiques publiques. Et comme le disait Daniel Demoustier initialement, et pour décliner ces politiques publiques, il faut bien évidemment des acteurs publics au plus proche du territoire, et ce sont généralement la collectivité ou les collectivités ou les élus de certaines collectivités. C'est la raison pour laquelle je vais me tourner vers vous, monsieur Ali, vous qui êtes élu de proximité à la commune du Port. Déjà, comment devient-on, au-delà de l'approche électorale, bien évidemment, comment devient-on élu en charge de l'économie sociale et solidaire? Est-ce un choix, une vocation? Et ensuite, quelles sont vos visions en termes de dynamique, de développement du territoire en lien avec l'économie sociale et solidaire? Oui, je vous remercie pour la question et surtout pour l'invitation. Comment on devient élu en charge de l'économie sociale et solidaire? Il n'y a pas de diplôme qui donne droit à et qui aboutit à cette fonction, mais je dirais un parcours et une vocation. Puisque avant d'être élu, j'avais, je suis avocat de profession, mais aussi une personne installée dans le militantisme associatif depuis le début et qui était déjà dans l'économie sociale et solidaire sans le savoir. Ce n'est que par la suite que cette conscience, cette prise de conscience viendra à moi et que je réaliserai que les actions que j'ai pu mener dans le cadre associatif, dans les quartiers dits difficiles, ces actions-là avaient
éminemment un sens pertinent vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire. Et c'est la raison pour laquelle M. Olivier Hoareau, le maire de la ville du Port, m'a fait l'amitié et l'honneur de me confier cette délégation. L'économie sociale et solidaire, lorsqu'on est élu dans une localité, dans une ville, ce que cela peut représenter comme mission. Je dirais que c'est avant tout un état d'esprit qui consiste pour l'élu que je suis d'habiter cette fonction et de comprendre ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Et le comprendre implique que l'on soit en premier lieu en proximité, dans une démarche de proximité avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et ces acteurs existent au port de manière en profusion. Et nous avons au port une belle cartographie, que ce soit dans le secteur associatif ou même au niveau des entreprises qui interviennent dans l'économie sociale et solidaire. Et ces acteurs exigent que l'on soit à leur écoute, et leur écoute par rapport à la réalité du terrain, par rapport à la réalité du port que vous connaissez, que tout le monde connaît, et qui est marqué par les paradoxes que nous connaissons tous. Le paradoxe, d'une part, de la précarité que nous connaissons au port, d'un côté, et de l'autre côté, le port qui est considéré comme le poumon économique de l'île de la Réunion. Et la question qui se pose est celle de savoir comment faire en sorte que cette richesse qui est au port et qui est existante puisse bénéficier à la majorité, à l'intégralité de la population, lorsque l'on sait que les jeunes du port souffrent d'un problème de qualification. Et c'est là qu'intervient l'économie sociale et solidaire. Les dispositifs qui ont été exposés avec précision et avec détail par mes prédécesseurs, ce sont des dispositifs qui sont mis à disposition de la ville du port et des collectivités territoriales pour mettre à exécution des politiques à destination de la population et pour répondre à la question de la précarité, pour répondre à la question de ceux qui sont éloignés de l'insertion et du travail. Et s'agissant du port, la véritable problématique qui se pose et qui part d'un point de vue, d'un constat qui illustre un atout que nous avons, c'est un nombre important de structures qui interviennent dans l'économie sociale et solidaire, c'est le constat. Et le deuxième constat est de dire que une certaine atomisation qui caractérise ces acteurs, qui chacun interviennent dans leur domaine de prédilection, dans leur domaine respectif, mais sans avoir de logique d'ensemble, chacun étant dans son coin. Et la question qui se pose est celle de savoir comment faire pour rendre plus accessibles ces actions vis-à-vis de la population, comment faire en sorte que ces dispositifs bénéficient au mieux à la population avec les différents acteurs qui le portent. Et la réponse que nous avons, à laquelle nous avons réfléchi, est celle de dire qu'il est impérieux de mettre en synergie ces acteurs à travers un espace, comme le disait M. Lawing tout à l'heure du département, créer un espace de l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi pas mettre en place au port un hub de l'économie sociale et solidaire, hub au sein duquel tous ces acteurs pourraient trouver leur place dans leur domaine et dans leur activité respective et travailler en synergie pour pouvoir être dans l'innovation sociale et pour apporter une plus-value en termes de création d'emplois et d'impact social positif. Voilà la logique dans laquelle nous sommes au port et à travers cette vision dont l'objectif est la mise en place de ce hub de l'économie sociale et solidaire. Merci pour cette réponse, M. Ali. Et on voit très bien la dynamique que la ville du port souhaite créer afin de retranscrire sur son territoire les différentes politiques publiques qui vont répondre aux différents besoins
que vous avez exprimé à l'instant. Je me tourne vers Madame Federici. Monsieur Ali disait qu'il n'y a pas de diplôme pour être élu en charge de l'économie sociale et solidaire. Et dans quelle mesure le ATES peut-il venir en soutien de ces élus qui font face à de lourds et de gros défis sur leur territoire? Oui, bonjour. Merci pour l'invitation et puis merci pour la qualité des échanges auxquels j'ai pu assister depuis le début. Je trouve ça vraiment très chouette, cette idée de Web TV. Alors, peut-être un mot sur le RTES. C'est un réseau de collectivités locales, c'est une association dont les membres sont des collectivités de différents échelons, des régions, des départements, des villes, des intercommunalités, donc un réseau qui a été créé il y a une vingtaine d'années, à l'époque qu'a dit Daniel de Moustier dans les années 2000-2001, où on a commencé à avoir dans les communes les premiers élus en charge de l'économie sociale et solidaire. Et le RTES a été créé par ces élus qui ont ressenti le besoin d'avoir un réseau à la fois d'échanges de pratiques entre collectivités, à une époque où on parlait beaucoup moins d'économie sociale et solidaire, donc de savoir qui sont les acteurs sur mon territoire, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'élu. Un réseau d'échanges de pratiques, et puis aussi dès le départ, c'était un réseau pour être l'interlocuteur vis-à-vis de l'État et de l'Europe pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Voilà, donc c'est un réseau dont les membres sont des collectivités. Les collectivités adhèrent sur la base d'une délibération. Donc il y a un véritable engagement de la collectivité. Et donc à la Réunion, les 5 intercommunalités sont aujourd'hui adhérentes du RTES, ce qui est assez récent puisque c'est un mouvement qui est né plutôt dans des villes en métropole, mais depuis donc quelques années, on voit vraiment un intérêt autour de la question de l'économie sociale et solidaire, notamment à la Réunion. Alors, qu'est-ce que le RTES peut apporter? C'est d'abord un réseau d'échanges entre élus et services, parce que je pense que les élus ont un rôle très important au sein des collectivités pour impulser des orientations politiques, pour impulser une politique, mais il y a aussi un travail important qui est à mener avec les services. Et donc, le réseau organise des journées d'échange et de formation, organise des webinaires régulièrement. Le prochain, par exemple, est consacré aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, avec toujours l'approche de comment une collectivité peut intervenir, donc par exemple en matière de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc les webinaires sont accessibles bien sûr aux collectivités adhérentes, mais voilà, sur demande, on peut également proposer à d'autres personnes de suivre ces webinaires. Le RTES a également un certain nombre de publications sur des sujets sur lesquels on travaille. La dernière, par exemple, c'était autour des questions du foncier. Comment est-ce que les collectivités peuvent favoriser l'accès au foncier, que ce soit un foncier agricole ou des bureaux, des bâtiments en ville ou en centre-bourg pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a fait une publication toujours basée sur des exemples assez pratiques et concrets, sur des outils aussi un peu juridiques, différents types de baux, par exemple, qui peuvent être proposés. Donc là, c'est des publications qui sont toutes téléchargeables sur le site du RTES. On a une lettre également électronique, une lettre papier. Peut-être une action plus spécifique qu'on a menée cette année, justement à destination des élus municipaux, c'est ce qu'on appelait un kit pour des municipales ESS, qui était donc avec l'objectif de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit davantage présente dans la campagne des municipales. Et donc on a travaillé sur ce kit depuis janvier. On a sorti les premières fiches en janvier. Les dernières fiches sont sorties en septembre. Et l'objectif de ce kit, c'est vraiment de permettre d'apporter un peu des outils assez concrets aux élus qui sont intéressés par l'économie sociale et solidaire, mais qui n'ont pas forcément connaissance d'une part de tous les leviers
et surtout qui ont besoin de le partager au sein de leur collectivité locale. Et donc, on a au travers de ce kit, alors, qui est composé de 20 fiches thématiques assez simples sur qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est vraiment pour aider les élus à convaincre aussi autour d'eux, par des mots, auprès de leur majorité, puis auprès des habitants, sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, sur pourquoi mettre en place une politique de soutien à l'économie sociale et solidaire. Et puis, on a également donc fait une fiche sur les liens entre l'économie sociale et solidaire et les compétences du bloc communal. C'est un point qui a été soulevé depuis le début, c'est le fait que l'économie sociale et solidaire croise les compétences de toutes les collectivités locales, tous les niveaux, même si, comme ça a été rappelé, la région a un rôle important avec le SR2I. Mais la conviction du réseau, c'est vraiment que toutes les collectivités locales ont des moyens d'action pour favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a souhaité, avec une illustration assez simple, un petit schéma que je montrais, enfin, j'aurais pu télécharger, mais voilà, un petit schéma, les différentes compétences de la collectivité locale et comment, pour chaque compétence, ça croise. Enfin, quelle contribution possible des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, par exemple, sur la santé, sur, bien sûr, la politique de la ville, sur la protection de l'environnement, sur la petite enfance, qui a été rappelée avec l'exemple du département, sur la gestion des déchets, la gestion et la valorisation des déchets, sur les transports, le logement. Voilà, donc, on a fait cette fiche un peu récapitulative pour montrer dans quelle mesure les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent contribuer aux différentes compétences du bloc communal, donc des communes et des intercommunalités. Et puis ensuite, on a détaillé 17 fiches exactement, des fiches donc plutôt thématiques, par exemple économie sociale et solidaire et alimentation durable, économie sociale et solidaire et numérique, économie sociale et solidaire et jeunesse, qui illustrent pour chacune de ces thématiques comment l'ESS peut apporter des réponses, donc avec toujours des exemples très concrets développés par des communes et puis des ressources pour aller plus loin parce que c'est vraiment un peu une entrée en matière très concrète. En fait, on a voulu très concrète et opérationnelle. Merci Madame Federici. Ayant eu l'occasion par le passé d'interagir avec le ATES, je souhaitais souligner l'efficacité et la pertinence de vos interventions auprès des élus et des agents également de collectivités et pour la montée en compétences et en connaissances en économie sociale et solidaire. Et généralement, quand on s'intéresse au rôle des élus dans les collectivités, il y a un mot qui ressort régulièrement, c'est l'isolement de ces personnes. À l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, parce que, eh bien, on a l'impression de travailler seul. Il y a très peu de relations, de réseaux qui naissent sur les territoires entre les élus, très peu d'interactions entre les élus chargés de l'économie sociale et solidaire dans les différentes collectivités. Donc, on est amené à développer des projets seuls sur son territoire. Et pour parler clairement, on a certains élus également qui se retrouvent un peu seuls au sein de leurs équipes, puisque quand il s'agit d'aller défendre des projets en lien avec l'économie sociale et solidaire, ou d'aller défendre des budgets ensuite également pour pouvoir venir en soutien de ces entreprises-là, eh bien, on a du mal à les comprendre, puisqu'il y a une mauvaise connaissance de l'économie sociale et solidaire. Et il m'arrive comme ça parfois de rêver, et je me dis que sur le territoire de La Réunion, on pourrait peut-être créer un club des élus de l'économie sociale et solidaire qui serait bien évidemment en lien avec le ATES et d'autres acteurs qui pourraient à ce moment-là développer des synergies entre territoires. Ce qui serait, sur un petit territoire comme le nôtre, très intéressant pour des perspectives de développement. Je lance l'idée, on verra s'il y a des oreilles à notre écoute et à cette écoute, mais je pense que ce serait une très belle initiative. Tout à fait disposé à accompagner cette initiative.
Et je trouve que la coopération entre une CRES et une université est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est vraiment assez exemplaire comme démarche territoriale de mobilisation des différents acteurs. Enfin, en tout cas, voilà, côté RTES, on est tout à fait prêt à accompagner cette démarche. Merci pour ces propos encourageants, Madame Federici. Je me retourne vers Daniel. Une question a été posée par Madame Federici, c'est comment les collectivités peuvent-elles intervenir sur leur territoire. Je sais que c'est un sujet, un de tes sujets de prédilection, qu'au-delà de faire de la recherche, tu fais surtout de la recherche-action et que tu es proche des collectivités ou proche des dynamiques qui sont mises en œuvre par les collectivités. Tu mettais en évidence dans ton propos introductif tout à l'heure un certain nombre de paradoxes, de méfiance, de confiance, d'aller-retour entre ces deux états-là, entre territoire, acteurs de l'ESS et politique publique. Donc, quels sont un peu les exemples que tu pourrais nous citer en termes d'intervention exemplaires d'élus sur les territoires, et comme je le disais tout à l'heure, où désormais mettre le curseur en termes de dynamique territoriale? Alors, je pense effectivement, pour certains élus, l'approche de l'ESS est nouvelle. Même ici à Grenoble, où il y a une longue politique sur l'ESS, en fait, on a des nouveaux élus qui sont issus des élections municipales et avec qui on va recommencer à travailler parce que, voilà, hein, le renouvellement fait que sans cesse, hein, il faut participer à ces échanges. Je crois que ça a été dit par l'élu du port. Je crois qu'il y a un premier élément qui est important, c'est la connaissance et la reconnaissance. Hein. À la fois connaissance par les collectivités de de toutes les potentialités, toutes les ressources qu'ils ont sur leur propre territoire, hein, ça a été dit. Et puis aussi, cela peut permettre aussi une interconnaissance des acteurs entre eux. Hein, parce que ça a été dit aussi, on est dans un champ qui est de plus en plus atomisé. Hein. Tout le monde se félicite de la création du nombre d'associations, de la vitalité associative. Mais en même temps, cette vitalité associative, elle se traduit par la création d'associations de petite taille, hein, assez spécialisées sur un domaine. On n'a plus les grandes associations généralistes des années 50-60 qui couvraient plusieurs domaines et qui mobilisaient des ressources quand même beaucoup plus importantes. Hein. On est dans une configuration différente. Hein, et je pense qu'il y a tout un travail de mise en réseau des acteurs pour aussi qu'ils se connaissent entre eux, hein, qu'ils se reconnaissent, et puis qu'ils se reconnaissent comme appartenant aussi à ce vaste mouvement de l'ESS. Hein. Je crois que c'est important pour dépasser des logiques qui sont juste uniquement des logiques sectorielles. Hein. On voit, hein, les efforts des collectivités de développer des services ESS ou des partenariats qui permettent d'avoir des approches plus transversales. Je pense que le même effort doit être fait aussi avec les acteurs, hein, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent avoir une approche territoriale et travailler pas uniquement avec les autres acteurs de leurs mêmes activités, mais des acteurs qui finalement rendent des services à la même population, mais avec une autre approche. Ça, je crois que donc l'aspect connaissance et interconnaissance, pour moi, est une base assez importante. Après, ça a été dit par l'élu, le délégué national, je crois qu'il y a aussi une question de stratégie. C'est-à-dire qu'il faut que les élus sachent un peu dans quelle direction ils veulent aller, hein, avec les acteurs. Hein. Et aujourd'hui, on voit bien, quand on parlait de l'ouverture du changement de demain, bon, on était autour de la transition, je dirais, une triple transition, la transition écologique, démocratique et sociale. On voit bien, on ne pourra pas faire la transition écologique si les inégalités sociales continuent à se creuser. Hein. Donc, voilà, toute la question, c'est d'articuler tout ça, d'où la nécessité d'avoir des partenariats entre les collectivités, hein, puisqu'elles ont des compétences principales différentes. Hein. Ça, je crois que ça a été dit par le conseiller départemental ou l'élu du conseiller départemental. Hein. Ensuite, je crois que après, il y a des questions de processus. Avant les questions de moyens, moi je pense qu'il ne faut pas mettre la question des moyens en premier. Hein. Les moyens, il faudra les choisir de façon pertinente, mais par rapport à tout ça. Après, les processus. Et dans les processus, je crois qu'il y a effectivement la processus de mise en réseau des acteurs et de relation avec les acteurs.
traditionnellement, les élus, les collectivités ont des relations unilatérales, hein, ou bilatérales, je dirais, avec chaque acteur séparément, ou avec des représentants des différents secteurs. Je crois qu'il est intéressant, et on le voit de plus en plus, hein, au niveau notamment des métropoles, mais aussi de certaines villes, l'encouragement à la création de comités d'acteurs. Comité d'élus d'un côté, ça a été dit tout à l'heure avec le RTES, hein, comité d'élus qui peuvent discuter ensemble de leur stratégie, de leur politique, mais aussi comité d'acteurs qui peuvent collectivement aussi éclairer les élus sur non seulement leurs besoins, mais aussi leurs perspectives. Aujourd'hui, on est en période de mutation forte, hein, et on n'a pas fini de les voir, ces mutations, et je crois qu'il faut aussi raisonner en termes de perspectives. Je crois que c'est important et là, les élus peuvent avoir un rôle d'incitation. Ce n'est pas eux qui peuvent faire à la place des acteurs, mais ils peuvent avoir un rôle d'incitation pour décloisonner, hein, tout ce monde, hein, et pour pouvoir justement pousser les acteurs à dépasser leur logique sectorielle, professionnelle, pour entrer dans une logique territoriale. Et là, le langage, le dialogue avec les élus est beaucoup plus facile, hein, parce qu'ils ont le même champ de travail. Et puis après, effectivement, on a la question des moyens, hein. Alors, moi, je dis souvent, quand on parle des moyens, il ne faut pas commencer par le financement. Parce que quand on commence par le financement, on s'arrête au financement. Or, il y a des tas de moyens possibles de mise à disposition des acteurs de l'ESS, hein. Des moyens, bien sûr, matériels, en locaux, en moyens matériels divers, hein, mais aussi beaucoup en compétences. Moi, je crois beaucoup en compétences. Notamment des questions de veille, hein. Les acteurs isolés ne peuvent pas tous faire une veille sur tous les appels à projets, sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, tous les dispositifs multiples et variés qui arrivent et qui se renouvellent déjà souvent assez rapidement pour certains d'entre eux, hein. Je crois qu'il y a, voilà, les collectivités peuvent aussi mettre leurs compétences, hein, la compétence des services au service des acteurs, et d'autant plus que les acteurs seront, je dirais, accessibles collectivement, et pas un par un, ce qui demande une énergie considérable. Voilà, globalement, un peu, c'est les éléments, je dirais, que souvent je travaille avec les élus, hein. La connaissance, hein, parce que c'est un préalable, hein. Alors ça peut être observatoire, ça peut être des tas de formes, hein. Cartographie, ça a été mentionné aussi, hein. La stratégie, hein, et la stratégie, elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera élaborée effectivement en partenariat entre collectivités et avec les acteurs, hein. Les processus, je crois que c'est très important de ne pas omettre cette étape, hein, c'est-à-dire comment on travaille, hein. Et puis effectivement la mise à disposition de moyens, je crois que ça c'est après ça devient le nerf de l'action. Merci beaucoup Daniel pour cette charte des bonnes pratiques de l'intervention des élus pour le développement territorial. Je vous remercie tous pour ces échanges, pour avoir participé à ces riches échanges et pour vos contributions. Je vous propose de passer à une troisième session. Vous allez me dire que je vous avais promis 2 sessions et finalement il y en a 3. C'est une mini-session, à l'instar de l'économie sociale et solidaire qui continuellement fait preuve d'innovation. Nous avons voulu également innover dans notre émission et nous avons rajouté une 3e mini-session qui est relative à l'intervention d'un expert, d'où son nom, la Minute Expert. Et l'objectif, c'est de vulgariser rapidement, en quelques points, en quelques mots, un sujet ou un document relativement complexe. Et depuis le début de cette émission, on a souvent utilisé le terme de loi cadre, loi ESS de 2014, et nous avons proposé, et il a relevé le défi, nous avons proposé à Frédéric Auré, directeur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, de nous simplifier un point, un axe peut-être, de cette loi. Merci Frédéric d'avoir répondu favorablement à ce défi. Merci Jérôme. Donc c'est vrai que le challenge était de le regrouper en un.
très difficile pour moi, comme vous le savez. Donc j'irai sur 3 points essentiellement. La loi ESS donc, du 31 juillet 2014 définit et précise le périmètre de l'ESS, pour reprendre les termes de Madame Desmoustiers, c'est vrai, et notamment sur 3 points principaux. Premier point, cela concerne les grands principes de l'ESS. Dans un premier temps, on va parler de la définition de l'ESS. Qu'est-ce que c'est que l'ESS? C'est un mode d'entreprendre, un mode d'entrepreneuriat. Dans ce cadre, la loi va préciser les modèles économiques, mais également les familles, et en créer une nouvelle. Madame Desmoustiers en parlait tout à l'heure. Donc 5 familles dans l'ESS, les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations. Et la 5e qui a été créée, ce sont les sociétés commerciales ayant qualité d'entreprise de l'ESS. Le deuxième point crucial de cette loi, c'est qu'elle a permis de légitimer et de définir les missions des CRES comme acteurs dans les territoires impartis, interlocuteurs et acteurs pour les pouvoirs publics notamment, et en charge de représenter, de défendre les intérêts, de soutenir le développement des entreprises et de l'emploi, et de promouvoir aussi le champ. Et enfin, un dernier point, cette loi a permis également, et on l'a cité à plusieurs reprises tout à l'heure, de préciser qu'il est nécessaire de construire cette stratégie régionale de l'ESS, et celle-ci doit s'appuyer sur, il est écrit dans la loi, donc, la conférence régionale de l'ESS. Voilà. Et est-ce qu'il est téléchargeable quelque part? Oui, le document est téléchargeable, la synthèse du moins d'une part sur notre site. Voilà. Et simplement ensuite sur tous les moteurs de recherche en tapant loi cadre OSS ou loi ESS. Voilà, mais vous avez tous les détails sur notre site pour en faire la promotion. Merci d'avoir relevé le défi, cher expert. Nous arrivons au terme de cette émission. Je souhaiterais remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des invités qui nous ont rejoints et qui ont répondu favorablement à cette invitation. Je ne sais que l'exercice n'est pas facile, mais merci pour l'effort, à tous ceux qui étaient sur le plateau, mais également pour tous ceux et celles qui étaient en visio et qui nous ont rejoints. Merci à l'ensemble des téléspectateurs qui ont assisté, qui nous sont fidèles et qui ont assisté à cette émission. Un grand merci à l'ensemble des équipes qui nous ont accompagnés tout au long de la production, de l'élaboration de cette émission. L'équipe de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, toutes les équipes de l'Université de La Réunion, et un merci spécial également à l'équipe de Nawar pour l'ensemble des reportages notamment. Vous savez, le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Il nous sera difficile de passer ce mois qui est le nôtre sans réaliser une Web TV. Je me permets donc de vous donner rendez-vous au mois de l'ESS pour notre prochaine émission. Je vous souhaite une bonne soirée et recevez mes salutations sincères et solidaires.